Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est plutôt la France qui renforce son soutien militaire à l'Ukraine. On a appris hier par le journal La Tribune que Paris va fournir à Kiev 20 véhicules blindés Bastion. Le contrat est en cours de finalisation. Rien à ce jour n'a été signé, mais la livraison pourrait se faire dans des délais les plus brefs, dit-on, en tout cas selon cette source. C'est donc un nouvel envoi important après l'annonce des 6 canons César Nexter, en plus des 18 déjà envoyés, et des envois précédents, dont on avait déjà parlé ici, les canons tractés TRF-1, des missiles Milan et Mistral, une soixantaine de VAB, véhicules avant blindés, de mines anti-chars, de protection NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, ou encore de lunettes de vision nocturne. Alors, est-ce qu'on ne déshabillerait pas finalement le militaire français pour armer le militaire ukrainien ? C'est notamment la question qui a été posée par Emmanuel de Villiers, le frère de l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Je le cite dans un tweet qui date du 2 octobre. 25% de l'artillerie de pointe française aurait déjà été transférée en Ukraine, du jamais vu, bien évidemment. Les généraux français actuels ont l'échine souple. C'est une question qu'il pose. En continuant à transférer des matériels militaires français, Macron dépasse totalement ses prérogatives et conduit la France vers une aventure aux conséquences dramatiques potentielles. Alors pour en parler, nous sommes avec Philippe Nicolardot. Bonjour Philippe Nicolardot. Oui, bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien contrôleur général des armées, et puis les auditeurs vous connaissent bien car vous êtes également patron de l'émission Le Libre Journal de l'armée française. Alors cette question qui se pose et qui est soulevée notamment par Emmanuel de Villiers, la première, c'est peut-on finalement continuer de dépecer le stock français pour armer les Ukrainiens ? Philippe Nicolardot. Tout ça est d'abord de nature politique. Je lisais que la France ne contribue qu'à 2%, dit-on, des livraisons par rapport à ce qui est livré dans le cadre d'un groupe informel qui regroupe un certain nombre de puissances occidentales qu'on appelle le groupe de Rammstein. Alors, j'imagine qu'au plan politique, compte tenu de la situation en Ukraine, nos autorités considèrent qu'il faut faire un effort et qu'elles sont pour l'instant plutôt le mauvais élève de la classe. Oui. Alors, de cette décision politique, évidemment, il en découle des conséquences militaires. Je lis aussi que nos chefs d'état-major, et dont celui de l'armée de terre, s'inquiètent parce que vous évoquiez les canons César. En livrant les canons précédemment, on en aurait livré 18. Ça représente quand même 25%. Je dis bien 25% du parc d'artillerie de l'armée de terre. Donc 25% de ce qui concerne l'ultima ratio regnum, c'est l'ultime argument des rois, l'artillerie. Alors quand une puissance comme la France, 5e puissance militaire, considère qu'elle peut, comme vous le disiez, dépecer son artillerie au point d'en perdre 25%, ça ne peut être que de nature politique. Alors Emmanuel de Villiers dit les généraux ont l'échine souple. Le problème, c'est que l'épée le cède à la toge, mais jusqu'à quel point ? C'est une vraie question que vous posez, c'est celle de la relation entre le militaire et le politique et des responsabilités du militaire face au politique et face au peuple français. Et ça, c'est une vraie question que cette affaire ukrainienne, à travers des livraisons d'artillerie, pose de façon évidente. Est-ce que vous considérez que finalement il y a presque une mise en danger de la France, en tout cas en se privant de son artillerie, de 25% du parc de l'armée de terre, comme vous le disiez. Alors, je ne dis pas qu'il y a mise en danger de la France, je dis simplement que par rapport aux engagements de l'armée vis-à-vis du pouvoir politique, dans le cadre d'un livre blanc où les armées sont redevables de fournir un certain nombre de moyens pour faire face à tel ou tel type de menace, eh bien, effectivement, nous privons d'une partie de notre artillerie. Mais tout ça, c'est une décision politique. Moi, je regrette profondément que nos capacités opérationnelles soient
soit mise en cause à travers ces dons, ces donations ou ces prêts, je ne sais pas comment. Il faut les appeler. Alors, plusieurs questions. D'abord, puisque vous parlez de questions politiques, une question, est-ce que c'est normal finalement que le président français puisse décider de ces livraisons sans même passer par l'Assemblée, par le Parlement? Je crois que le terme normal, Clément, c'est pas tout à fait approprié. C'est une question juridique. Il n'est nulle part prévu dans la Constitution que le président de la République, chef des armées, ou le Premier ministre, qui est quand même responsable de la défense nationale, soit interpellé, et l'obligation de soumettre ce type de décision au Parlement. Dans le passé, on a déjà prélevé des moyens militaires au profit de telle ou telle puissance. Donc il n'y a pas d'obligation constitutionnelle, pas d'obligation juridique. C'est une question de responsabilité politique et de sens des responsabilités par rapport au peuple français pour ce qui concerne l'intégrité de nos capacités militaires. C'est là que la question est posée. Et justement, dans cette question du sens de nos responsabilités, on aurait pu penser que la guerre en Ukraine pourrait provoquer un électrochoc aussi, se rappelant que la guerre peut exister aux portes, sur notre propre continent. Et puis peut-être nous rappelant également que on ne peut pas toujours se reposer sur les investissements américains de l'OTAN. Et puis même, on l'a vu également, on ne peut pas forcément se reposer sur les partenariats allemands qu'on a commencé à tisser, puisque les Allemands n'ont pas toujours les mêmes objectifs que nous, Cette affaire ukrainienne, vous le précisez dans votre question, elle pose en fait la question d'une politique de défense à long terme, avec des objectifs, avec une vision de ce que notre pays peut faire sur la scène internationale. Et je m'amuse, hélas, de voir que souvent ceux qui sont le plus enclins à pousser à des livraisons sont ceux qui, pendant des années, ont souvent considéré que le budget des armées était une variable d'ajustement. Oui. Je sais bien que le monde a changé, que nos forces, comme l'on dit, ont vu réduire leur format, mais voyez, j'ai fait une petite recherche. En 1989, juste avant l'effondrement du mur, puisque nous évoquons l'artillerie, l'armée française disposait, non compté les 5 régiments d'artillerie nucléaire, elle comptait 25 régiments d'artillerie, tout compris, et non compris les régiments de réserve. Aujourd'hui, nous avons en tout et pour tout 9 régiments d'artillerie. Donc cette diminution drastique se traduit aujourd'hui par une vraie faiblesse. Et le chef d'état-major de l'armée de terre, l'automne dernier, soulignait, en termes un peu technocratiques, qu'il fallait redonner de la densité à la trame d'artillerie de notre armée. Donc cette affaire ukrainienne, elle lève une partie du voile sur notre faiblesse dramatique du point de vue de nos forces classiques et de l'artillerie, qui est une composante majeure de notre armée de terre. Il y avait eu même un rapport parlementaire qui avait été rendu par le député LR Jean-Louis Thériault. Je crois que c'était en fin de Seine-et-Marne, je crois bien. Oui, et qui avait expliqué que nous n'aurions pas la capacité de tenir avec les armes dont nous disposons aujourd'hui, de tenir dans la durée. Au mieux, quelques semaines. Il avait dit que l'aviation de chasse serait réduite en 5 jours. Est-ce que ce sont vraiment des inquiétudes que l'on peut avoir sur la résistance? Ce sont, Clémence, des inquiétudes avérées qui correspondent, là encore, à des choix politiques, stratégiques et diplomatiques qui ont été faits dans la suite de la chute du mur. D'une part, il fallait bénéficier des dividendes de cette nouvelle situation, et puis d'autre part, et là, il y a non pas des complicités, mais il y a des responsabilités multiples. Nous avons bâti sciemment une armée de corps expéditionnaires en imaginant qu'il n'y aurait plus de conflits majeurs en Europe ou sur les frontières de l'Europe. Et tous les travaux sur les différents livres blancs qui sont succédés depuis 30 ans n'évoquaient quasi que pour mémoire la perspective d'un conflit majeur. Et donc on a bâti une armée, je le répète, de corps expéditionnaires. Et pendant longtemps, me référant, moi qui aime l'histoire, à la chute du Second Empire, je disais, attention,
l'été 1870, c'est la défaite d'une armée qu'on avait crue glorieuse, qu'on avait vue vainqueur au-delà de nos frontières et en Outre-mer, mais quand les choses sérieuses sont arrivées sur la frontière Est, eh bien, nous avons été battus. Oui, et rappelons-nous de l'histoire. Et ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que finalement, cette guerre en Ukraine et puis la réaction de nos voisins. Je rappelle que l'Allemagne, elle, a annoncé un investissement massif de 100 milliards d'euros dans la défense. Les Polonais également achètent des armes à un rythme frénétique. Ils ont annoncé une hausse considérable des dépenses militaires pour 2023. Ils souhaitent doubler leurs effectifs militaires. Et la France paraît bien seule, finalement, à ne pas prendre ses responsabilités de ce côté-là. Elle paraît bien seule, c'est vrai, et je regrette que nous n'ayons aucun parlementaire, aucun homme politique ou femme politique digne de ce nom qui ne pose vraiment la question de notre industrie de défense et des risques. Vous évoquiez les Polonais, de voir un certain nombre de pays se tourner vers l'industrie militaire ou d'armement américaine pour passer commande d'un certain nombre de matériel important. Alors quant au budget allemand que le chancelier a évoqué il y a quelques semaines ou quelques mois, permettez-moi d'émettre quelques doutes, non pas sur les montants, mais sur la volonté allemande de vraiment redevenir ou devenir une grande puissance militaire. Parce que les euros sont une chose, le matériel en est une autre, mais l'esprit militaire en est encore une autre. Et je crois que là, de ce que je peux connaître des Allemands, je ne suis pas sûr que, comparé à la France ou à la Grande-Bretagne, ils aient cet esprit militaire qui est indispensable pour vaincre sur le terrain. Pourquoi dites-vous cela? C'est en lien avec... Parce que je pense que pour une large part, les Allemands ont considéré que de toute façon, leur puissance, les arguments de leur puissance étaient ailleurs qu'au plan militaire et que on voit bien les difficultés de recrutement qu'ils ont et que y compris chez leurs officiers. Et puis d'autre part, quand vous avez approché l'armée allemande d'un petit peu près, vous vous apercevez que la place des syndicats, le mode de décision par lequel on arrive à employer cette armée est extrêmement long. C'est une armée qui n'est pas comme la nôtre soumise de façon verticale à un chef des armées. C'est une armée pour laquelle le Bundestag est extrêmement important. Donc c'est une armée totalement différente de l'armée française quant à ses principes d'emploi et quant à sa mentalité et je dirais même quant à la pratique de ses vertus militaires. Je pense que les Américains ont d'une certaine façon énucléé, et on le comprend bien évidemment au regard de l'histoire, le peuple allemand de vertus qu'il avait certainement de façon excessive mise en œuvre. Donc là, je suis... Ça ne risque pas d'éveiller, vous pensez, comme on l'a pu le voir dans l'histoire justement, un esprit de revanche chez les Allemands? Bah écoutez, peut-être que je me trompe, mais je pense que cet esprit de revanche, s'il existe encore, il s'exerce bien davantage dans le domaine industriel qu'il ne pourrait s'exercer dans le cadre militaire. Et à l'inverse, vous considérez donc, puisque vous parlez de l'Allemagne en disant que eux ont perdu cet esprit militaire finalement, que la France, même si elle n'a plus forcément les armes, les stocks qu'il faudrait, elle a cet esprit encore, elle l'a conservé? Oui, c'est un peu le paradoxe de la défense dite européenne, c'est que d'un côté vous avez la France avec des moyens classiques modestes, mais enfin avec des moyens nucléaires importants, qui continuent, on le voit à travers nos jeunes cadres, officiers, sous-officiers, à cultiver, à entretenir des vertus militaires traditionnelles, alors que, outre-Rhin, on a une armée qui, mais je le répète pour des raisons historiques tout à fait compréhensibles, oui, a beaucoup perdu de ses vertus.
Mais l'armée militaire française ne devrait-elle pas, elle aussi, peut-être regagner en indépendance ? En indépendance, par rapport vis-à-vis de l'OTAN, notamment ? Ah mais là, c'est trop court pour en quelques minutes évoquer tout ça, mais je le répète, je le souligne, il n'y a pas de grand dessein politique, je crois que c'est De Gaulle qui disait qu'il ne s'accompagne pas d'une grande politique de défense. Mais quand on ne sait plus ce qu'est la France, quand on ne sait plus pourquoi elle doit peser sur la scène internationale, eh bien, par conséquent, votre politique militaire, c'est une politique qui, je n'emploie pas le terme de soumission, mais qui trouve finalement au sein de l'OTAN une vocation naturelle à n'être qu'à terme des supplétifs. Eh bien, merci beaucoup Philippe Nicolardot pour ce bel éclairage autour à la nouvelle annonce de soutien militaire à l'Ukraine, un nouveau soutien avec ses 20 véhicules blindés Bastion. Je rappelle que vous êtes ancien contrôleur général des armées et patron de l'émission Le Libre Journal de l'armée française. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.